Actuellement, on gère un petit peu plus de 70 logements. Là, on a fait un bond de quelques logements parce qu'on a eu un contact plutôt sympa. On est passé de 70 à 76, rien que sur les 2 dernières semaines. À la base, je savais même pas ce que c'était une conciergerie. Airbnb, j'avais dû m'en servir 1 ou 2 fois pour voyager. Ça a été une découverte assez fabuleuse. On avait besoin d'un petit complément de revenus, comme beaucoup de personnes de notre société. C'est important déjà de déterminer qu'est-ce qu'on veut au fond de nous, parce que si on veut ne pas travailler, peut-être que ça va être un peu décorrélé par rapport à la quantité de travail qu'il va falloir fournir. Bienvenue dans la Conciergerie Podcast, le podcast qui t'aide à bâtir une conciergerie rentable et sereine dans la location courte durée. Que tu débutes ou que tu gères déjà plusieurs biens, ici on parle concret, terrain, stratégie et méthode pour faire grandir ton activité de conciergerie. Je suis Vanessa et chaque semaine je te partage des retours d'expérience, des conseils actionnables ou des interviews d'acteurs inspirants du secteur. Mon objectif, t'aider à passer au niveau supérieur étape par étape. Dans l'épisode du jour, on va parler de comment garder le statut super host même avec 70 logements. Tu vas découvrir comment Guillaume a créé ses propres interfaces pour gagner en suivi et rapidité. Un épisode à ne pas rater si tu veux comprendre les codes d'une conciergerie qui a su maintenir sa qualité de service. Si ce podcast t'aide, pense à t'abonner, à laisser un avis 5 étoiles et à le partager à quelqu'un qui se lance. Bienvenue Guillaume sur le podcast La Conciergerie. Merci d'être là aujourd'hui pour nous partager ton expérience. Merci à toi de cet accueil aujourd'hui et puis ravi de pouvoir partager un petit peu ce que j'ai pu apprendre au cours de ces années de conciergerie. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter quel est ton parcours pro avant de lancer ta conciergerie ? Bien sûr. Alors je vais pas utiliser la fameuse phrase j'ai un parcours atypique que tout le monde utilise en entretien, même si pour tout le monde c'est le cas. J'ai jamais fait d'études en immobilier, jamais travaillé dans l'immobilier. J'ai plus un profil commercial, j'ai pas fait d'études, j'ai fait un bac pro commerce. Et derrière ça, j'ai principalement fait des petits jobs alimentaires. J'ai bossé en usine, j'ai bossé en grande surface, j'ai bossé en nettoyage. Enfin, j'ai fait pas mal de petits jobs que je ferai plus forcément à l'heure actuelle, mais qui ont permis de développer quand même pas mal de compétences dont on a besoin sur la conciergerie. Et notamment travailler vite, travailler efficacement, arriver à mettre le focus au bon endroit, etc., etc. Donc Super parcours. Qu'est-ce qui t'a donné aujourd'hui envie de... Enfin aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que tu t'es lancé. D'ailleurs, tu t'es lancé il y a combien de temps en conciergerie ? Ça fait 3 ans qu'on s'est lancé. On s'est lancé avec ma femme. De base, c'était pas forcément, on n'avait pas pour objectif que ça devienne une activité à part entière. On se disait qu'on avait besoin d'un petit complément de revenus, je pense comme beaucoup de personnes de notre société. En gros, pour faire très court, on a une amie qui avait un tout petit appartement sur lequel, depuis l'encadrement des loyers à Lyon, il y avait une grosse différence entre le revenu qu'elle pouvait générer de base et le revenu suite à l'encadrement. Donc c'est passé de à peu près 600-650 euros à 250-300. Donc ça représente une énorme perte pour un propriétaire. Et l'idée, en fait, c'était d'arriver à trouver une solution pour elle, de générer des revenus soit au moins équivalents, soit supplémentaires. Et je suis assez content parce qu'on a réussi à générer plus que ce qu'elle aurait fait en location longue durée avant l'encadrement. Donc on s'est lancé par ce biais-là, et on peut dire qu'on a un petit peu tombé dedans, parce qu'à la base, je savais même pas ce que c'était une conciergerie. Airbnb, j'avais dû m'en servir 1 ou 2 fois pour voyager, et honnêtement, je savais pas si c'était des pros ou pas par qui je voyageais. Et ça a été une découverte assez fabuleuse sur la période. Intéressant. On va détailler tout ça par la suite. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es lancé en conciergerie. Enfin, qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer ? De base, c'était vraiment avoir un complément de revenus, se dire qu'on allait rentrer quelques appartements comme ça, un petit peu sur le côté pour être plus à l'aise en vacances, plus à l'aise dans la vie de tous les jours, arriver à faire des restos, des choses comme ça, sans forcément travailler plus sur le job qu'on pouvait avoir ou toujours réclamer des salaires, des augmentations de salaire. Donc l'idée c'était principalement ça, et puis deuxièmement c'était aussi un petit peu le kiff d'avoir une activité, parce qu'en réalité quand on développe soi-même un business, on peut y mettre qui on est, ce qu'on veut faire, et on prend toutes nos décisions. Donc l'idée c'était d'être quand même pas mal autonome sur cette partie-là, et puis prendre les initiatives qu'on voulait prendre sans forcément dépendre de quelqu'un, quoi. Ok, très clair. Comment on dit le nom de ta conciergerie ? Alors, pour l'anecdote, Je te laisse le dire, je préfère pas me tromper. pour l'anecdote, mon expert comptable, le premier qu'on avait, malgré toutes les fois on l'a repris, il nous appelait toujours Oustez, sachant que ça se prononce Hostiz, donc c'est vraiment contre-intuitif. Hostiz, ok. Et du coup, quelle est la vision de Hostiz ? L'idée c'est vraiment de, on va dire, arriver à grossir
devenir les plus gros du secteur ou devenir vraiment une référence sur notre secteur. C'était l'idée première. Et, euh, et ça, sans oublier la partie qualité. On a eu la chance ou la malchance de se lancer, on va dire, un peu à la période où Airbnb a commencé à mettre pas mal de choses en place pour évacuer toutes les annonces qui pénalisaient la plateforme, qui en faisaient une plateforme qui pouvait se dégrader un petit peu. Et du coup, on est arrivé sur la période où les algorithmes étaient de plus en plus stricts et la période où si on faisait n'importe quoi, les annonces se faisaient shooter. Et si les annonces se faisaient shooter, il n'y avait pas possibilité d'en faire des nouvelles à l'identique. Donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à mettre le focus là-dessus et à maintenir une qualité qui était entre guillemets exemplaire. On a fait des erreurs comme tout le monde, je pense, mais l'idée est que sur la globalité, ça se passe bien ou toujours le mieux possible. Arriver à soutenir les voyageurs s'ils ont des problèmes. Enfin vraiment, c'était arriver à maintenir cette importance, on va dire, sur la qualité, quoi. Tu as dit sur ton secteur, on n'en a pas parlé, c'est quoi ton secteur? Alors pour le moment, on est sur Lyon. Principalement, donc Lyon et alentour, on peut aller maximum à 40-50 minutes si c'est vraiment des biens d'exception. On est en train de développer encore un petit peu à côté le fait de se développer dans d'autres villes. Donc viser des secteurs qui sont à proximité, peut-être des secteurs un peu plus loin mais qui marchent bien en location courte durée. Et dans l'idée, ouais, arriver à se développer via des systèmes un peu de partenariat sur place. Mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail après. Ouais, bien sûr. On va parler du lancement de votre conciergerie. Comment ça s'est passé? Alors, t'es passé de salarié à entrepreneur ou ça s'est passé comment? Tu as quitté ton salarié avant, t'as fait ton salariat, enfin, t'étais salarié pendant? C'est ça exactement. Je pense comme beaucoup de personnes, on commence à alterner un petit peu entre nos 35 heures ou 40 heures du job initial. Et puis on monte le projet petit à petit. On travaille les matins, les midis, les soirs, les week-ends. Donc on fait beaucoup d'heures au début, mais après, quand on a des objectifs, il faut se donner la capacité de les atteindre. Donc non, au début c'était salariat plus début d'activité. Et puis il y a eu un switch sur lequel à un moment on s'est dit on commence à avoir pas mal de demandes, ça a l'air de bien prendre, c'est plutôt intéressant comme activité. Et sur ce switch-là, arrêt d'activité principale. Donc pendant quelques mois, ça a été un travail acharné pour compenser la perte de salaire. Et puis petit à petit, ça a commencé à pouvoir se remplacer. On a rentré pas mal d'appart. On a mis des choses en place pour s'améliorer parce qu'au début, on était vraiment des artisans, quoi. On faisait ça manuellement, quoi, tout. Et ça nous a permis de pouvoir avancer plus vite et compenser un peu cette perte d'activité principale, quoi. Donc, ok, t'as fait ça pendant ton salariat, t'as commencé comme ça. Avec ta femme, vous êtes associés directement, elle aussi, elle a fait comme toi? Alors, elle a pas fait pareil directement. Là, encore à l'heure actuelle, elle a toujours une partie d'activité à côté, parce qu'elle est aussi avec son papa dans une autre activité. Et on va dire qu'elle est à peu près à 50-50 entre l'activité avec son père et l'activité sur la conciergerie. Ok. Et toi, à partir de quand tu t'es mis à 100% sur l'activité de conciergerie? Ça a pris environ une année où on faisait aucun démarchage, c'était uniquement du bouche à oreille sans forcément trop le forcer. Et, euh, on va dire que le seuil d'appartement, ça a été au sixième appartement, on s'est dit, ah, il faudrait peut-être commencer à s'intéresser à l'activité. Hmm. Donc, c'est quoi qui t'a fait franchir le pas finalement? Ça a été une période un peu compliquée parce qu'on sait jamais trop dans quoi on se lance sur le moment. En plus, j'avais pas pris de formation ou autre. Enfin, il y a 3 ans, il y avait très peu de formation sur de la conciergerie. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment fait franchir le cap, j'ai peut-être eu de la chance là-dessus. C'était un, un gars avec qui je travaillais, un collègue de travail, qui m'a dit, mais tu feras pas ta carrière dans le job dans lequel tu es là tout de suite. Ça se voit que tu as envie d'arrêter. Et ce switch-là, il s'est fait à ce moment-là, quand la personne elle m'a dit ça, je me suis dit, mais si même lui il s'en rend compte, en fait, il faut que j'arrête d'hésiter et il faut que je me lance, quoi. Donc Hmm. j'ai démissionné, j'ai terminé à la fin du mois et j'ai commencé à vraiment à 100% sur la conciergerie, quoi. Hmm. Ok, super. Et quel a été ton plus gros apprentissage au démarrage? Ouais, on faisait des dingueries en fait sur le premier appartement qu'on a eu. C'est un 12 mètres carrés, il est sous les toits, mansardé, pas de clim, pas de ventilateur. En été, il faisait genre 45 degrés, on faisait le ménage nous-mêmes en plus dedans. Enfin vraiment, c'était le pire truc. Et cet appartement-là, donc c'est un studio, il n'y a pas de mezzanine ou quoi que ce soit. On louait avec le lit pour 2 personnes. Et à genre 50 centimètres, il y avait le canapé lit pour 2 personnes aussi. Ah Et ouais. en fait, c'était genre une chambre d'hôtel mais qui faisait 12 mètres carrés. Et on le louait pour 4 personnes parce qu'on s'est dit, ça peut être plus rentable de le louer pour 4. Et en fait, il y a un voyageur qui nous a mis un 3 sur 5 sur Airbnb
en disant que c'était n'importe quoi de louer pour ce nombre de personnes. Et on s'est dit, mais il a raison, en fait, on est, on est complètement à côté de la plaque. Et le Mais propriétaire, bon, il voulait louer pour 4, lui? bah, c'est nous qui lui avions conseillé parce Ah qu'on ouais. lui avait dit, voilà, ça peut être plus intéressant, on touche plus de monde, mais en réalité, enfin, elle y connaissait autant que nous, quoi, sur le moment. Ah ouais. Donc là, vous avez switché, vous avez arrêté avec ce logement, ou vous avez fait que du 2 personnes? On a fait que du deux personnes, ouais, exactement. Ok. Bah, on l'a mis pour un déplacement professionnel ou un petit couple en tourisme, quoi, mais on a arrêté de le mettre pour des groupes, c'était complètement 12 mètres décorrélé, carrés, quoi. ouais, j'imagine. Ok. On va parler de l'organisation interne dans ta conciergerie. Tu m'avais expliqué en off que tu avais créé tes propres outils. Pourquoi pourquoi tu as fait ce choix déjà de créer tes propres outils? Bah, pour être honnête, au début, c'est un petit peu la même raison pour laquelle je me suis pas formé ou autre, c'est parce que je connaissais pas le secteur, je savais même pas qu'il y avait des outils ou pas, je me suis jamais renseigné dessus, et en fait, j'ai commencé à faire un peu style des formulaires avec des fichiers Excel liés à d'autres, enfin des Google Forms ou des choses comme ça, et ça a commencé comme ça, l'idée de peut-être plus faire mes outils internes, les faire moi-même plutôt que de les déléguer. Ça me coûtait rien, donc ça faisait des frais en moins là-dessus. Et puis ça me permettait de les personnaliser, de faire vraiment du sur-mesure. Donc l'idée de démarrage, c'était ça. Et puis petit à petit, ben, on s'est un peu professionnalisé là-dessus. On a pris des outils plus intéressants, plus faciles à utiliser. On a développé une application en interne basée sur des services qui vont bien les uns avec les autres. Bah, par exemple, Zapier Make pour tout un style d'automatisation. On automatise des envois de mails, des créations de fichiers, des envois, des virements, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool pour nous parce que ça nous évite de le déléguer et de payer des frais par rapport à ça. Et principalement, c'était pour gagner du temps, gagner en efficacité. Avoir un outil interne, c'est aussi avoir un meilleur suivi de tout ce qu'on fait, pouvoir le modifier à notre souhait aussi, parce que quand on délègue un service, le service, on a beau lui faire des tickets support, Hmm. si on est le seul à faire le ticket support, il va clairement pas développer l'élément dont on a besoin. Et ça me permettait, même là maintenant encore, de pouvoir modifier les affichages, modifier, rajouter des onglets, etc., pour l'améliorer perpétuellement, quoi. Et au quotidien, tu les utilises pour quoi, par exemple? Honnêtement, c'est même plus une app interne, c'est ma société, notre société, mais avec un affichage téléphone, avec un affichage ordinateur. Donc on a une appli qui représente l'image de la société. Donc il y a vraiment tout, il y a même le suivi du recrutement, le suivi de tous les leads, le suivi de la comptabilité, on va avoir le suivi qu'on a dans tous les apparts, toutes les maintenances qu'on peut faire. Donc on a une traçabilité qui est énorme sur tout ce qu'on dépose dans les appartements. On a des formulaires par exemple pour chaque produit vendu, chaque produit acheté, j'ai tous mes tickets de caisse qui sont présents dessus. Donc à la fin du mois pour faire la Hmm. comptabilité, c'est hyper simple. Enfin, c'est vraiment ouais, c'est un outil de gestion de société et même plus un outil de gestion d'activité de tourisme quoi. Ça a évolué quoi à la longue. Ok. Et tout ça dans un même outil? Ouais, exactement. Ok, ça a l'air Donc génial. c'est top. Après, on n'a pas encore l'entièreté. Je sais qu'on utilise encore des logiciels externes du milieu de la location courte durée parce que c'est des services qui marchent déjà bien. Mais peut-être à la longue, pourquoi pas de passer l'entièreté sur un outil interne. Hmm. Est-ce que tu as un exemple d'utilisation au quotidien que tu vois, celle que tu utilises le plus, par exemple, En app externe, avec ton interface que tu as créée? bah honnêtement, on a un style d'affichage un peu comme Trello sur lequel on va avoir chaque arrondissement ou chaque secteur dans lequel on a un appartement avec un menu déroulant de tous les apparts qu'on a. On a un onglet de recherche si on veut en chercher un à l'instant T. Et on a l'assignation des tâches, de tout ce qu'il y a à faire dans le bien. On a toutes les photos de la mise en place, donc les photos du compteur ELEC, de la vanne d'arrêt d'eau, de tous les équipements, etc. Et on a juste à cliquer sur le bien pour avoir 100% des informations qu'on a à l'heure actuelle sur le bien. Donc ça permet d'avoir un affichage et sur l'ordi quand on a besoin d'avoir des informations rapidement pour traiter un sujet, par exemple un DPE. Admettons, on organise Mhm. un DPE, on a toutes les infos sur l'appart, on va juste à venir les chercher, on envoie les infos. Et les gars sur le terrain, ils ont la partie affichage téléphone avec le même type d'informations. Ils peuvent rechercher le nom de l'appartement, ils tombent sur l'appart et ils ont toutes les infos sur l'appart. Donc ça leur permet de pouvoir remplir des checklists avant les arrivées, ça permet
d'avoir les infos de la Wi-Fi, ça permet d'avoir les infos du syndic, s'il faut aller récupérer des clés, des badges, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un outil qui, à l'heure actuelle, me fait gagner énormément de temps, parce qu'avant, c'est moi Mm. qui transmettais les informations aux gars sur le terrain. Là, ils ont leur planning dessus, ils ont le planning de toutes les tâches qu'ils doivent faire sur la semaine, sur la journée, avec les heures auxquelles ils doivent les faire. Et ça nous fait gagner ouais, vraiment un temps de malade, quoi. C'est même plus quantifiable tellement ça me fait gagner des dizaines d'heures chaque mois de gestion, quoi. Ouais, moi je vois un exemple concret. Si tu pars en vacances, t'as pas besoin de transmettre toutes ces infos-là. La personne qui va prendre le relais aura déjà toutes les infos. Elle aura pas besoin de te demander, c'est quoi déjà le code Wi-Fi, par exemple. Ok. Exactement. Mais en fait, là où je te rejoins totalement, c'est que à chaque fois que je fais des salons, que j'échange avec des conciergeries, même de mon secteur, il y en a très peu qui prennent des vacances. Il y en a, ça fait 7, 8 ans qu'ils font ça. Ils bossent de 7 heures du matin à 21 heures ou 23 heures le soir. Et en fait, moi, c'est pas du tout le cas. Et ça fait 1 an et demi, donc depuis la moitié de l'activité, où j'ai tous mes week-ends quasiment, euh, où j'ai des horaires de travail qui sont limite normales. En fait, je fais du 9 heures, 17 heures. Quand il y a vraiment des grosses charges d'activité, je vais monter jusqu'à 20 heures, mais c'est très rare. Et en réalité, on prend des vacances. Là, typiquement, sur les 2 mois d'été, on prend 4 semaines de vacances. Et en fait, je sais que je suis serein, je sais que quand je vais revenir, il y aura pas le feu. Et je sais que tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on a développé fait que derrière, on est serein sur le fait de partir en vacances, quoi. Et là, quand tu dis que tu vas partir en vacances, c'est parce que tu as des équipes qui vont prendre le relais. C'est pas des automatisations, c'est des équipes, hein. Ouais, exactement. En fait, grâce aux outils qu'on a mis en place et aux process qu'on peut avoir, là, on a la possibilité de déléguer l'entièreté de la gestion de la société à un de nos salariés, puis il y a les autres qui sont en soutien, plus les équipes de ménage. Et en fait, sur la globalité, pour nous, c'est ultra confortable et on sait qu'on peut partir l'esprit serein, quoi. On n'a pas parlé, on n'a pas donné un peu la fiche d'identité de la conciergerie, j'ai envie de dire. Tu as dit depuis quand c'était créé, mais tu nous as pas dit le nombre de logements actuels et éventuellement si tu as des équipes, des salariés, des indépendants. Est-ce que tu peux nous partager un peu ça déjà? Bien sûr. Alors, à savoir, on délègue l'entièreté de la partie ménage à une société externe qui s'est créée quasiment en même temps que nous. On s'est basé, enfin, nos process sont pas mal basés sur leurs process à eux et inversement. Donc, on a des services qui sont très complémentaires. Actuellement, on gère un petit peu plus de 70 logements. Là, on a fait un bond de quelques logements parce qu'on a eu un contact plutôt sympa. On est passé de 70 à 76. Donc ça, c'est cool. Rien que sur les 2 dernières semaines. C'est pas mal. Euh, ouais, c'est plutôt sympa. Donc ça a fait un petit peu de taf, mais c'est vraiment très cool. On a à l'heure actuelle 2 salariés, donc 2 personnes qui sont en temps plein sur l'activité, principalement sur l'entretien des logements, les checks, la maintenance, la gestion aussi classique, gestion des litiges, les demandes de dédommagement, des choses comme ça, les recovers. Et on a une troisième personne qui arrive là à la rentrée, donc à partir de début septembre, un alternant uniquement sur la partie développement commercial. Donc là, on va avoir une personne qui va aller démarcher des propriétaires, démarcher des agents immobiliers ou des acteurs de l'IMO et faire des partenariats avec certaines entreprises pour pouvoir accueillir leurs salariés. Donc l'idée, c'est vraiment de rajouter des cordes à notre arc et de Hmm. développer la qualité de notre service, le relationnel avec les propriétaires et arriver à faire travailler un petit peu le portefeuille qu'on a déjà réussi à construire. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que il y a beaucoup de conciergeries aujourd'hui qui se lancent, qui sont seuls, ils se lancent tout seuls. Ils travaillent comme des artisans, on va dire qu'ils travaillent tout seuls en fait, et ils prennent quelques indépendants. Toi, tu as monté une structure où tu t'es dit non, je crée une vraie société en fait, une société où je vais employer des personnes, je vais former des personnes, elles vont m'aider à développer la société, et c'est pas une vision artisan. C'est ça que je voulais dire. C'est important de le montrer parce que il y en a beaucoup qui pensent que ouvrir une conciergerie, c'est un petit job à côté, un complément de revenu. Mais non, ça peut être aussi une société, ça peut être devenir un empire si on veut. Il suffit juste de bien structurer et de bien savoir où on va, en fait. Ça dépend de la vision, j'ai envie de dire, Bah qu'on a. c'est exactement ça, je te rejoins totalement, c'est que en fait, je pense dans n'importe quel domaine, quand on lance une activité, une boîte ou autre, c'est important déjà de déterminer qu'est-ce qu'on veut au fond de nous, parce que si on veut ne pas travailler, peut-être que ça va être un peu décorrélé par rapport à la quantité de travail qu'il va falloir fournir. Ou est-ce qu'on veut peut-être dans 5, 10 ans ne plus travailler, peut-être qu'on va fournir plus pendant ces 5, 10 ans et qu'on va se retrouver derrière à avoir réussi à déléguer, à avoir construit une vraie activité. Et c'est vrai que c'est l'essentiel en fait, définir la vision et définir des objectifs clairs et quantifiables.
et avec une limite dans le temps, quoi. Mais je te rejoins là-dessus. Ouais. Et c'est quoi l'objectif à dans 5 ans de Hosties? Bah, nous, on a des objectifs à 1, 2, 5 et 10 ans. Ok. Donc à 1 an, ça sera ouvrir un city manager. Donc là, c'est déjà fait. C'était l'objectif de début d'année. On est à moitié de l'année, donc on a encore 6 mois de test. L'objectif à 2 ans, c'est en ouvrir 3 au total, Tu veux même dire potentiellement. ouvrir un secteur avec un city Ouais, manager? Ok. c'est ça exactement. Donc ouvrir 3 au total, faire gonfler le parc sur Lyon aussi. Ça, c'est un objectif qui est plutôt atteignable. On vise 100 logements d'ici la fin de l'année. Il reste 6 mois, il nous en reste 25 à rentrer. Je pense que ça devrait le faire plutôt facilement. Et objectif à 5 ans, avoir une dizaine de city managers. Objectif à 10 ans, ne plus travailler, aller aux Bahamas. Non, non, non. En soi, vraiment gérer une Ça peut, société et hein, ça plus peut. gérer, Si c'est ça, si ça c'est ce peut. que Ouais. tu veux, c'est possible, hein. Moi, mon objectif de vie depuis que je suis gamin, c'est gagner de l'argent sans travailler. J'adore travailler et je considère même pas forcément travailler dans l'activité qu'on a, mais mon objectif, c'est vraiment arriver à faire confiance à suffisamment de personnes pour pouvoir déléguer suffisamment toutes les tâches qu'il y a à faire et arriver à grossir au stade où mon salaire n'a plus aucun impact sur la société que je travaille ou pas. Donc ça, c'est un objectif vraiment long terme. Je pense objectif à 10 ans, si il n'y a même pas de question de revente ou autre, mais juste de gestion de société, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des sociétés qui veulent cet objectif-là, c'est-à-dire sortir de l'opérationnel et avoir un dirigeant dans sa société. Et je pense que c'est ça que tu veux dire, que tu vas plus gérer, mais tu seras, tu superviseras, on va dire, de loin, Ouais, des c'est Bahamas. exactement ça. Je bosserai de 8 heures du matin à 10 heures, et puis après j'irai à la plage. Avec le décalage horaire, je sais pas si c'est les bonnes horaires, hein, mais Je sais pas, je bosserai le soir, c'est pas grave. est-ce que tu aurais enfin, qu'est-ce que tu aimerais dire à une conciergerie qui hésite à structurer son activité ou à se développer aujourd'hui? Bah que en soi, c'est ce qu'on disait, hein, ça dépend de ses objectifs. S'il a pour objectif de gérer 5 à 10 logements, il n'est pas forcément obligé de se structurer, il peut rester en artisanal, mais après il faudra pas espérer pouvoir prendre des vacances, espérer pouvoir déléguer des tâches et que si un jour il se casse la jambe, il puisse continuer l'activité. Donc ça c'est un point super important, il faut en avoir conscience, c'est que les logements continuent de tourner, peu importe ce qui va nous arriver. Donc si on n'a pas mis des choses en place qui font que ça peut tourner un petit peu ou entièrement sans nous, bah, ça risque d'être compliqué si jamais il nous arrive quelque chose. Donc je peux que conseiller, soyez aligné avec vous-même. Si votre objectif c'est d'avoir quelques logements, de gérer ceux des potes et de la famille, bah ne vous structurez pas si vous êtes heureux comme ça, mais si vous avez vraiment l'objectif de générer de l'argent, d'avoir une vie qui est confortable, qui est agréable, d'avoir des objectifs qui sont, je sais pas, d'aller atteindre même 50 logements seuls, vous êtes obligé de vous structurer parce que 50 logements seuls, si c'est encore vous qui faites le ménage, déjà c'est inenvisageable. Donc tout dépend des objectifs que la personne a, mais je pense que le focus premier, c'est déterminer sa vision et où on veut être sur les 1, 2, 5, 10 prochaines années, quoi. Hmm. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de. Tu m'avais dit en off que vous étiez super host et vous avez Ouais. 70 logements et vous avez toujours été super host. Et ben depuis le début, on a appris que le super hot c'était important, bah, notamment via des événements, des salons, des discussions avec même rien que quand on appelle le support Airbnb où il nous remercie d'être super hot, on se rend compte à ce moment-là que c'est aussi très important pour la plateforme et pour les voyageurs. Mais effectivement, on est toujours super hot. Alors des fois, ça peut être plus difficile que d'autres. On met le maximum d'efforts possible sur le fait de maintenir le statut. Donc 4,8, arriver à avoir des bons retours, toujours être respectueux envers les voyageurs comme les gens du support. Je sais qu'il y a des conciergeries qui ne mettent pas le support dans leur équipe, mais ils en font clairement partie. Et arriver à maintenir aussi une qualité sur les logements, donc pas prendre n'importe quoi. C'est important quand on se développe de pas prendre De 12 mètres le carrés pour 4 personnes. exactement, exactement. Ou alors le louer différemment peut-être, mais arriver à être objectif là-dessus, mettre les bons équipements qui correspondent à la demande des voyageurs, maintenir une qualité sur le ménage aussi, parce que en réalité, si le ménage est mal fait, l'appart a beau être parfait, la note elle sera très mauvaise, voire elle sera sauvée, mais ça sera un 4, et on veut pas de 4 sur Airbnb. Hmm. Donc c'est mettre des actions en face qui permettent derrière de maintenir cette qualité-là. Donc
Nous, on a une de nos deux personnes qui fait principalement des checks, donc des contrôles dans les apparts, un petit peu de maintenance, avant les arrivées qu'on peut avoir sur les différentes plateformes. Donc, si on a un séjour, par exemple, qui arrive aujourd'hui à 16 heures, on va essayer de passer avant 16 heures, faire un contrôle de l'appart, vérifier que la Wi-Fi fonctionne, qu'il y ait bien l'eau chaude, que les clés soient bien dans le boîtier, parce que c'est tout bête, des fois les voyageurs les laissent dans l'appart, l'agent de ménage n'a pas fait attention, il arrive, il n'y a pas de clé. Donc c'est vraiment vérifier cette globalité et faire en sorte que quand le voyageur arrive, il ait absolument rien à dire sur la première impression. Et du coup, derrière, son séjour va découler logiquement vers un 5 et vers une qualité de séjour irréprochable. Je pense que c'est ça la solution à un logement prêt, c'est qu'il faut qu'il soit vérifié. Alors c'est vrai que quand on commence à avoir beaucoup de logements, tu peux peut-être pas le faire sur tous les logements tous les jours. Ça demanderait beaucoup d'efforts et de temps homme, on va dire. Mais faire on va dire des audits non prévus dans les logements, ça peut être intéressant d'en faire régulièrement pour pouvoir vérifier que tout va bien. Parce que quand on n'est plus dans l'opérationnel, on s'en rend pas forcément compte. Bah exactement. Puis si on passe jamais dans les logements, on peut pas voir qu'il y a une casserole qui a plus de poignée et en fait elle est plus utilisable. On peut plus voir qu'il y a trois fourchettes alors que c'est un appart pour quatre personnes. Enfin, c'est des détails où on se dit ils ont qu'à faire la vaisselle. Non, ils ont pas à faire la vaisselle. En fait, il faut qu'ils aient suffisamment pour leur séjour. Donc c'est des détails mais qui sont super importants et si on maintient cette qualité-là, bah derrière en fait les notes vont tomber toutes seules. Ça va découler logiquement quoi. Hmm, hmm. Si on revient au conseil que tu donnais aux conciergeries, est-ce que tu as une ressource, un outil qui t'a toi aidé et que tu aurais envie de partager? Ah, très clairement, moi pour moi, il y en a un principal et un qui est important, mais négligé. Le principal, c'est YouTube. Il y a énormément de contenu sur YouTube, surtout quand on démarre. Quand on démarre et qu'on ne connaît rien, on peut pas imaginer tout un process, donc il faut se baser sur des process déjà existants et ensuite les arranger à notre sauce. Mais YouTube, il y a vraiment beaucoup de contenu gratuit et ça, c'est une source d'inspiration qui est énorme. Et le deuxième, c'est de rencontrer des conciergeries, rencontrer des personnes qui sont déjà beaucoup plus avancées que soi, leur demander des conseils. Il faut pas hésiter, il faut pas se sentir illégitime de le faire. Si la personne elle est ok pour accorder du temps, c'est parce qu'il y a plein de conciergeries qui sont dans le partage. Et nous, on a aussi eu cette chance, c'est que sur notre secteur, j'ai rencontré la majorité des gens qui ont le plus de logements sur le secteur, et j'ai pris toutes les informations que j'avais besoin de prendre dans un échange qui était super agréable et super ouvert. Les gens vont pas dire ah non je vais pas lui dire ça, ça va l'aider. Au contraire, ils sont super contents de partager leurs erreurs, de partager ce qu'ils ont réussi à faire. Et même sans parler des conciergeries du secteur, il y a aussi via les salons où on rencontre énormément de conciergeries qui des fois font bien mieux que nous et ça peut nous permettre d'être inspirés par ces conciergeries-là. Donc faut pas hésiter à aller rencontrer des personnes. Il faut mettre le temps en face pour aller les rencontrer ces personnes. C'est un investissement en temps qui est décuplé derrière sur le retour sur investissement, même si c'est pas monétaire le retour, ça se sentira sur la durée et sur les process, l'amélioration continue quoi. La preuve en est sur ce podcast, il y a des centaines de conciergeries qui sont venus partager leur expérience. Donc s'ils partagent au grand public, ils peuvent partager à une personne en général. Ils sont pas bloqués sur ça et ils pourront vous répondre s'ils ont bien sûr le temps. Ben, c'est exactement ça. En vrai, le partage humain, c'est super important. On est dans un métier basé sur le relationnel. Si on n'a pas de relationnel, notre métier n'existe pas. Donc en soi, il faut être à l'écoute, il faut transmettre, il faut apprendre. C'est super important, quoi. J'étais dans un milieu avant qui était pas le même, qui était les agents immobiliers. Et je pense que si j'avais fait si j'avais fait un podcast spécial agent immobilier, partagez-moi vos tips de prospection, je suis pas sûre que j'aurais autant de retours. En tout cas, moi, c'est pas le ressenti que j'ai eu quand j'étais pas agent immobilier, mais j'étais commercial dans l'immobilier. C'est pas le retour, c'est pas c'est pas le sentiment que j'avais, en tout cas, que c'était bienveillant et que chacun voulait partager. Après, il y a des exceptions, bien entendu. C'est ça. Après, je pense que la différence, c'est que agent IMO, c'est un métier qui existe depuis très longtemps. Et la conciergerie, c'est nouveau. Et il y a autant de façons de faire que de conciergerie. Du coup, on n'est pas vraiment sur un métier qui est réglementé. Et comme c'est pas réglementé, chacun a un petit peu sa sauce. Et c'est un mélange de toutes les sauces qui fait des nouvelles conciergeries au final. Hmm. Tu disais que tu t'étais formé sur le tas. C'est quoi ton avis sur l'importance de se former aujourd'hui? Je pense que j'en serais pas là si je m'étais formé. J'aurais gagné énormément de temps. En soi, j'ai passé, je pense, une année et demie, voire 2 ans
à faire beaucoup de boulettes, à faire des erreurs qui peuvent des fois coûter cher ou coûter du temps. Et en soi, avec une formation, je pense qu'on soit on les fait pas, soit on est déjà au courant et du coup, quand on y est confronté, on sait comment réagir. Donc pour moi, l'importance de se former, enfin, c'est énorme, c'est énorme. Je peux que inciter les gens à prendre des formations. Des bonnes formations ou des bons accompagnements, par contre. Il faut bien se C'est ça, renseigner. exactement, Mm. exactement. Tu dirais que c'est quoi le plus grand mythe sur la conciergerie? Franchement, enfin, quand on regarde un peu les vidéos sur YouTube, etc., c'est de travailler 2 heures par semaine des Bahamas. Pas tout de C'est pas suite. le cas, hein. Pas C'est quand pas on le cas. démarre. Non, non, non. En soi, il y a, enfin, à moins qu'on prenne une excellente formation, où dans ce cas-là, on peut déléguer pas mal de choses et éviter des erreurs. Mais en soi, enfin, non, ça prend pas 2 heures. Apprendre, faire des erreurs, faire des mises en place d'appart, faire les choses correctement, trouver des propriétaires. Tout ça, si ça se faisait en 2 heures, j'aurais 2000 logements et je serais réellement aux Bahamas, mais c'est pas le cas, quoi. Donc Mm. ça, c'est vraiment un mythe pour moi. C'est clair, c'est clair. C'est quoi le truc le plus étrange qu'un client t'ait dit ou demandé? Euh, Franchement, en fait, j'ai eu une fois une situation qui était horrible éthiquement parlant pour moi. En gros, on a un logement, c'est une love room, et j'ai eu une demande de réservation d'une personne qui en fait ne voulait pas réserver le logement, mais voulait avoir des informations sur une des réservations que je venais de faire. Et en fait, cette personne, c'était une femme, et elle soupçonnait que son mari était venu avec une autre femme dans le logement. Elle m'a donné des informations qu'elle pouvait pas avoir si elle ne savait pas et qu'elle n'était pas dans ce cas de figure. Et les informations qu'elle m'a données, c'était des informations véridiques. Là, je peux me permettre de le dire, je pense pas qu'elle regardera le podcast, il y a peu de chance. Mais effectivement, on avait bien accueilli son mari avec un autre profil de femme. Donc là, j'ai eu une déchirure éthique entre est-ce que je respecte La vie les privée? règles, Mm. la vie privée, et est-ce que je donne les infos ou pas. J'ai pas donné d'informations, mais j'en ai pas donné non plus. Je suis resté un peu flou en laissant planer le doute, et c'est vrai que je m'en rappelle encore, et c'était il y a quasiment 2 ans, donc c'est chelou, mais c'est marquant aussi ce genre de questions qu'on peut avoir. Bah, si on prend les règles de l'hôtellerie, dans l'hôtellerie, en tout cas, on ne donne pas d'informations de ce style-là et la vie privée des voyageurs est totalement respectée. On ne pourra pas connaître son nom, etc. Bah c'est exactement ça, c'est exactement ça. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un mot pour décrire ta vie aujourd'hui? Franchement, je dirais incroyable. T'as fait le bon choix, quoi. Ouais, honnêtement, j'y repense quand même de temps en temps, même quand on est des fois dans des situations pas agréables, qu'on a des voyageurs super relous, etc. C'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Ça a clairement ouvert mon esprit et ma conscience, et ça m'a développé comme j'aurais jamais pu être développé dans le salariat. Donc ouais, honnêtement maintenant j'ai vraiment une vie incroyable. Je suis beaucoup plus libre de ce que je fais, même que ce soit en termes de temps, en termes de financier. Je me pose plus la question de est-ce que j'achète telle ou telle chose, est-ce que j'ai le temps de prendre 2 heures sur une journée pour aller faire quelque chose que j'ai envie de faire. En fait, c'est ouais de la liberté, et c'est vraiment juste incroyable, quoi. Super mot de la fin. Ça va donner un peu de baume au cœur à certains pour le début de saison, qui peut s'avérer un peu difficile pour certains. Faut y croire. Et au C'est bout d'un ça. moment, vous arriverez aux Bahamas comme Guillaume, il vous attendra là-bas. J'espère d'ici 10 ans peut-être. Merci pour ton partage, Guillaume. Merci d'avoir été transparent sur pas mal de choses. Ah tiens, si on parle de transparence, est-ce que aujourd'hui tu peux te rémunérer? Parce que j'ai eu beaucoup de conciergeries qui étaient encore au chômage, qui utilisaient le chômage. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de te rémunérer? Et comme vous êtes deux, est-ce que vous avez la possibilité de vous rémunérer à deux? Bien sûr. Bien sûr, bah en fait, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je parlais d'objectifs tout à l'heure. Quand j'ai arrêté mon job il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je m'étais dit avant la fin de l'année, donc avant la fin de l'année 2023, je me rémunérerais à hauteur de tel salaire. Je sais pas si je peux donner le salaire ou S'il pas, y a que mais toi que ça peut déranger. non, soit ça me dérange pas. L'objectif, c'était plus de 3 000 € net. Donc c'est un objectif qui est atteint, et que j'ai pas arrêté depuis la fin de l'année 2023. J'ai même pu me verser un salaire avant la fin de l'année, donc en novembre et pas en décembre. Après, forcément, bah, pour les personnes qui hésitent encore à se lancer,
il a fallu travailler dur pendant cette année 2023 pour pouvoir en arriver là. Et on a même eu la possibilité financière de prendre une personne, donc Lucas qui travaille avec nous maintenant, à partir de novembre 2023 avec un salaire pour lui aussi. Donc on a mis suffisamment d'intensité et de travail en place pour faire en sorte de recruter une personne plus de me verser un salaire. Et à l'heure actuelle, on est tous les deux rémunérés sur l'activité, que ce soit ma femme ou moi. Et on a encore une autre personne qui est rémunérée là depuis le début de l'année et un alternant qui arrive en début septembre 2025. Donc oui, on a la possibilité, exactement. Vous êtes 5, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. On n'a pas parlé des city managers, mais j'imagine que eux, c'est plus des commerciaux, ils seront rémunérés à la commission? C'est exactement ça, en fait. Ils sont rémunérés sur la récupération d'un lot de leur côté et sur la gestion aussi. Donc ils ont une partie de la commission qui est rétrocédée. Et l'objectif pour eux, c'est de représenter notre marque, de faire grossir le portefeuille pour ensuite encaisser du récurrent de plus en plus important. Tout ça avec notre accompagnement, notre temps à côté, notre formation aussi, donc tout ce qu'on sait déjà faire, la façon dont on le fait, et les outils qu'on utilise. Donc tout ça sans frais, ça fait partie de la commission qu'on conserve pour que lui ou elle ait vraiment sa rémunération, que ça soit entre guillemets de la marge ou du taux horaire. Donc son objectif derrière, c'est d'aller gérer le plus de logements possible avec la qualité aussi. On a des objectifs de qualité qui sont indiqués dans le contrat, qui sont pour nous indispensables. C'est notamment le statut de super hôte sur Airbnb et qui ensuite découlent de récompenses financières, de récompenses en termes de nombre d'apparts amenés, d'investissement en temps et en monnaie sur le développement du secteur du city manager. Ok. Et ça, c'est le prochain projet justement en cours. Là, ça fait 6 mois, tu me disais? C'est ça, on a commencé à y réfléchir en début d'année 2025. Donc là, on est à la moitié de l'année. Donc on y a pas mal travaillé. Ça a été énormément de temps passé sur la mise en place, sur comment formaliser les process. Le contrat aussi, c'est un point qui est super important. Donc on y a beaucoup travaillé avec un avocat. Et le temps de trouver des personnes aussi. Donc faire des entretiens, faire du recrutement, faire de la promotion de cette partie-là pour trouver des personnes pour les recrutements. Et voilà, après on a des objectifs qui sont quantifiés et avec une date limite. Et le but, c'est d'atteindre ces objectifs-là, donc de se donner les moyens de les atteindre. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut avoir une vision, il faut fixer des objectifs et mettre des actions en face pour pouvoir les atteindre. Ok, tout roule comme il faut. L'objectif à 10 ans est en train d'arriver, donc parfait. On espère. On fera tout pour. Merci Guillaume, cette fois c'était vraiment la dernière question. Merci pour ton partage et puis au plaisir d'échanger peut-être dans un an sur le City Manager. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci pour le temps que tu m'as accordé, merci pour cet échange et puis à une prochaine fois, j'espère. Ça marche, à bientôt.